Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le Saloon qui fait sa rentrée avec ce qui doit être le film le plus attendu de l'année, ou en tout cas celui qui s'est fait le plus attendre depuis le début de la pandémie mondiale, surtout des exploitants de salles de cinéma qui le voient comme un sauveur. Le voilà enfin donc sur nos écrans, ce Tenet, première super production de cette année trouble, blockbuster d'action aux ambitions spectaculaires qui promettait autant de nous divertir que de nous faire surchauffer le cerveau avec son concept d'inversion du temps. Aucun doute, il s'agit bien là d'un film de Christopher Nolan, mais à trop vouloir manier ses concepts physiques innovants et complexes jusqu'à les amener vers davantage d'abstraction en laissant volontairement des zones de flou, le réalisateur d'Inception et d'Interstellar ne retomberait-il pas dans ses travers et ne se brûlerait-il pas les ailes? C'est ce qu'on va voir avec ma bande d'espions qui manie le temps comme personne. Je suis très heureux les amis de vous accueillir à nouveau pour cette rentrée du Saloon et pour parler de ce film en particulier. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Patrick Danton, salut à toi. Salut. Et Florian Pouplin, salut Florian. Salut Alexandre. Alors, la même équipe que lors de notre grosse émission spéciale Christopher Nolan. Si c'est pas beau ça. C'est presque comme si on était cohérent. Tout est lié, tout est lié les amis. Si vous n'avez pas entendu, vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore écouté cette émission spéciale Christopher Nolan, eh bien je vous invite bien entendu à vous y référer afin de mieux comprendre un peu les thématiques qui habitent ce cinéaste. Et puis bien sûr, on va parler donc maintenant de ce Tenet. Si vous êtes prêts, eh bien c'est parti. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Avant de vous pitcher le film et de connaître vos avis, les amis, j'aimerais vous entendre sur cette question. Tenet, le sauveur des cinémas, c'est ce qu'on entendait partout avant que Tenet sorte. Tenet a été repoussé maintes fois, il devait sortir en juillet. On nous a annoncé plusieurs sorties pour enfin qu'il débarque dans nos salles. Donc le 26 août en Europe, je précise, puisque aux États-Unis, il sortira que début septembre. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Pourquoi tout le monde dit, et les exploitants de salles en particulier, disent que Tenet est le film tant attendu pour faire revenir les gens en salle? Patrick. En fait, il y a plusieurs choses qui font ça. C'est-à-dire que l'été déjà est un peu la période des blockbusters, donc il y a une habitude aussi à ce que le marché à ce moment-là propose ce genre de production. Et puis les films précédents de Nolan ont toujours été des succès publics, donc du coup il y a une attente populaire, par rapport et populaire, ouais. Donc du coup il y a une attente par rapport à ça. Ensuite, il y a la situation qui fait qu'effectivement il y avait plus de gros films américains qui sortaient, même plus de gros films du tout qui sortaient. Et donc du coup il y a eu cette attente vraiment des exploitants pour pouvoir avoir un produit, un film qui attire vraiment des spectateurs un peu plus en masse dans les salles. Donc par rapport à ça, il y a arrivé cette appellation, enfin cette chose autour de Tenet et cette attente énorme, donc qui s'explique à mon avis tout à fait comme ça et puis qui est tout à fait compréhensible. Est-ce que ça suffit justement? Est-ce que le seul nom de Christopher Nolan et le fait que ce soit un nouveau film qui sorte, est-ce que ça suffit justement à vraiment faire retourner les gens au cinéma? Puisque on parlera de ce casting, on a John David Washington ou Robert Pattinson par exemple, mais ce n'est pas un Leonardo DiCaprio ou bien un Christian Bale. Enfin, on peut se poser la question aussi, est-ce que vraiment le seul nom de Nolan suffit? Je crois que pour le coup, Nolan, c'est justement un des seuls réalisateurs de blockbuster actuellement qui justement parle au grand public, qui est à la fois justement un réalisateur, enfin un auteur qu'on reconnaît en tant que tel, et qui fait des blockbusters qui cartonnent et qui marchent auprès du grand public. Et alors pour le coup, à l'heure où on enregistre ce podcast, moi je l'ai revu une deuxième fois il y a quelques heures, quelques jours après la sortie, et la salle était quand même bien remplie. Alors évidemment avec les restrictions qui s'imposent, mais oui, je pense pas que le casting ou quoi que ce soit fait qu'il y a forcément moins de monde. Et par exemple, Dunkerque n'était pas du tout un film avec un gros casting, juste, sur un sujet, film de guerre, qui est pas forcément le sujet le plus mainstream, on va dire, au niveau de ce qui se fait en cinéma et qui attire forcément le plus de monde. Et le film a très très bien marché aussi. Ou Interstellar, Matthew McConaughey n'est pas Leonardo DiCaprio. Voilà, ou non même plus. quand le premier Batman est sorti, il n'y avait pas non plus de grandes stars. Christian Bale est un peu connu, mais c'est pas non plus Leonardo DiCaprio, par exemple. Donc voilà. Florian, tu penses toi que justement c'est justifié qu'on parle de Christopher Nolan comme le sauveur des salles de cinéma, ou en tout cas de Tenet? Alors ça
ce qui est sûr, et je rejoins mes deux compagnons, c'est que Nolan est en effet un nom qui fait venir des gens en salle, mais je crois aussi qu'il y a beaucoup qui est à voir avec la situation, c'est-à-dire que très tôt, le James Bond a été décalé de manière drastique, donc à novembre. Donc ça, on savait que ça allait être pas lui qui allait sauver en fait. Pareil avec toutes les grosses sorties Fast and Furious aussi, voilà, notamment. Mulan ou ce genre de choses qui ont été mis entre parenthèses sans aucune date. Bon, Mulan, on va savoir après que il a été annulé en salle, mais Tenet était encore le seul à garder une date en fait. Et je pense que ça faisait un point de repère pour les gens et pour les exploitants que en août va y avoir un film en fait. Va y avoir un film que beaucoup de gens vont attendre, et je pense que ça a fait un point de repère. Et il y a aussi eu le concept que il y a eu ce truc un peu épisodique où il a été annulé, il a été repoussé de 1 semaine, après de 15 jours, après annulé, après quand même remis. Donc ça faisait un peu un ascenseur émotionnel comme ça qui a un peu aussi excité un peu en fait. On était là, il va venir, oui en fait, cool, il vient, vite on y va, tu vois. Je crois qu'il y a aussi eu ça. Alors je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, je ne pense pas quand même, parce que Nolan s'est beaucoup battu pour qu'il sorte en salle, parce qu'on le sait tous que Nolan fait des films pour le cinéma et pas pour qu'il soit vu en ligne. Donc voilà, je crois qu'en dehors du fait que ce soit un film de Christopher Nolan, il y a aussi tout ce petit truc qui s'est passé comme ça. Et que c'est le seul film, donc en fait, le seul blockbuster qui est en salle. Bien sûr. L'autre question que ça pose aussi, c'est la stratégie du coup de la Warner, parce que c'est la Warner qui produit donc les films de Christopher Nolan et donc Tenet, et c'est eux qui se sont placés aussi stratégiquement, contrairement aux autres majors, en se disant oui, nous on va placer des films à gros budget dont on attend beaucoup de recettes, on va prendre le risque de mettre ce genre de film dans les salles obscures, mais on peut se poser la question, pourquoi le faire avec Tenet alors qu'ils auraient pu le faire avec Wonder Woman par exemple, parce justement, faudra voir si Wonder Woman, qui est à l'heure actuelle encore programmé pour le 30 septembre, s'il est maintenu effectivement, si c'est une stratégie sur le long terme ou si c'était juste une exception pour Tenet. Ce qui est sûr, c'est que Warner, ça reste à l'heure actuelle, je trouve, un des derniers studios qui a justement cette volonté de mettre en avant les auteurs, un certain cinéma aussi, et qui du coup mise sur la salle. Et même si ils sont affiliés avec HBO Max, a priori ils sont pas encore dans une stratégie à la Disney où on s'en fout, on balance tout sur la plateforme et voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette question. On comprend donc l'attente qu'il y a autour de ce film et pourquoi il se place là dans ce contexte si particulier de cette année 2020 absolument chamboulée par le coronavirus, vous l'aurez compris. Passons donc au film, les amis. Donc dans Tenet, on suit un agent de la CIA recruté dans une opération spéciale à la poursuite d'un méchant russe qui a un plan mégalo pour détruire le monde, rien que ça. Sauf que dans cette intrigue digne d'un James Bond, vous l'aurez compris, se glisse une technologie envoyée du futur capable de remonter le temps, ou plutôt de l'inverser, puisque les personnages vont pouvoir revivre des scènes clés à l'envers et espérer changer le cours du temps. Alors au casting, je vous l'ai brièvement évoqué, mais dans le rôle de notre héros espion, on retrouve John David Washington, fils de Denzel Washington donc, qu'on avait déjà aperçu dans Black Landsman de Spike Lee, et puis qui sera aidé par son compère Robert Batman Pattinson, et puis Elizabeth Debicki qui incarne la femme du méchant russe, incarnée lui par Kenneth Branagh. Voilà. Kenneth Branagh en méchant russe. Alors, on prévient d'emblée, si vous êtes très très sensible au spoil, déjà, qu'est-ce que vous faites là, malheureux, posez ce transistor, arrêtez, cassez-vous, revenez plus tard. Pour ceux qui ne veulent pas voir leur plaisir gâché par des éléments d'intrigue dévoilés, pas de panique, on va s'efforcer quand même, en tout cas au début du podcast, d'en dire le moins possible et de dévoiler le moins de choses sur le film. Mais on va quand même dire que Bruce Willis est mort depuis le début. Donc il faut vous préparer. Et puis, de toute façon... c'était ça, j'avais pas compris. Et de toute façon, si on spoilait quoi que ce soit, vous me l'accorderez, je pense, vous comprendrez rien du tout à ce qu'on dit, vous l'aurez oublié en tout cas avant d'aller voir le film. Mais bref, passons, pour faire simple, ce sera sans spoiler, et si à un moment donné, on doit en dire trop et qu'on doit spoiler, on vous préviendra, donc pas de soucis à vous faire, en tout cas pour ces premières minutes. Alors on commence avec le traditionnel tour de table. Que penser de ce Tenet? Donc l'attente était énorme, on l'imagine, ça biaise forcément aussi le ressenti, en tout cas à première vue, après avoir vu une première fois le film. Toi Thibaut, tu l'as vu 2 fois, mais on va commencer du coup par ceux qui l'ont vu qu'une seule fois. Patrick?
Que penser de Tenet ? Alors, Rapidement, donc. Pour moi, c'est la première fois que Nolan, dans sa volonté de proposer un concept original et jouer avec ses thématiques fétiches, en l'occurrence la temporalité, pour moi, il rate complètement son film parce qu'il réussit pas à nous emmener avec lui. Je trouve qu'il est incapable de traduire son concept en scène d'action concrète à l'écran, à travers la mise en scène, à travers l'action, à travers la façon dont il a de le raconter. Et du coup, nous, on reste vraiment en retrait par rapport à ça. On ne comprend pas concrètement ce qui se passe, comment fonctionne le principe. Et donc, du coup, on est toujours en train de courir derrière le film qui avance beaucoup trop vite en plus. Pourtant, de l'action, il y en a. Oui, mais ça, on reviendra dessus. Je pense qu'il y a un peu d'action qui, du coup, apparaît comme une action qui sert un peu à compenser peut-être autre chose, quoi. Thibaut ? Est-ce que cette deuxième vision a changé un avis ? Je sais que tu étais mitigé au début. Oui. Mais j'avais envie de le revoir dès la sortie de la première projection, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est un film qui est quand même qui peut être assez hermétique à la première vision et qui peut être assez compliqué à assimiler. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec Patrick, parce que pour moi, en fait, le concept lui-même de cette inversion du temps fonctionne assez bien, notamment dans les scènes d'action. Mais le problème que j'ai, moi, c'est tout ce que le concept enrobe. C'est-à-dire que Inception, c'était un film de braquage enrobé par un concept de science-fiction qui était cette idée du rêve, etc. Là, on a, comme tu le disais, Nolan qui répète depuis des années, qui rêve de faire un James Bond, qui fait son James Bond, mais enrobé par ce concept de science-fiction d'inversion du temps. Et pour moi, l'idée d'inversion du temps fonctionne pas mal, mais ce qui pêche, c'est justement l'aspect James Bond, l'aspect enquête, film d'espionnage, qui est extrêmement nébuleuse et très difficile à suivre, et qui du coup rend l'expérience quand même un peu compliquée à apprécier, en tout cas à la première vision. C'est-à-dire qu'il a déjà un concept de base qui peut être compliqué à adhérer, en tout cas sur le papier, et si en plus il complexifie d'autant plus son scénario, son intrigue et tout ce qui est à côté, ça peut devenir effectivement merci Thibaut, merci. C'est un plaisir. Florian Pouplin. Alors moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur film que j'ai vu depuis 20 ans. Non mais oui, j'ai apprécié le film en tout cas. Je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai pas eu le temps d'aller le revoir. Ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas écouté notre émission spéciale Christopher Nolan, eh bien tu fais quand même partie du camp qui n'est pas spécialement fan, on va dire, du cinéma de Nolan, même si tu peux y trouver des qualités, etc. Exactement. Pas spécialement ton dada. Donc moi, si vous voulez, je n'avais aucune attente. Ça, peut-être ce qui a contribué au fait que j'ai apprécié le film. Moi, c'est un film avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je trouve que c'est un joyeux bordel, en fait. Je trouve que Nolan fait n'importe quoi. Et il fait n'importe quoi et du coup, ça décomplexifie beaucoup le spectateur, je trouve. Et je me suis trouvé dans cette position de, en fait, apprécier ce qu'il me proposait visuellement sans devoir... contrairement à beaucoup de retours que j'ai eu, trop réfléchir à ce qui se passe en fait. C'est la première fois où dans un Nolan, on m'a pas expliqué 1000 fois les choses et où j'ai dû, entre guillemets, comprendre par moi-même. Et bon, je pense qu'on reviendra dessus parce que ça fait aussi partie, selon moi, du concept du film que tout soit mal expliqué. Mais donc en fait, tu as adhéré à ce que Nolan nous dit au tout début du film à travers ce personnage de... Que si on comprend pas, c'est pas grave, il faut ressentir. Voilà. Et à partir de cette phrase, en fait, moi, j'ai complètement lâché prise, en fait. Parce que je pense que cette phrase, c'est Nolan qui l'a dit au spectateur. Bien sûr. Et j'ai pris donc cette réplique au pied de la lettre et j'ai pas du tout cherché à comprendre ce truc de temps, ce machin de bidule. J'ai juste adoré les scènes d'action, puisque Nolan, selon moi, est un très bon metteur en scène, mais un très mauvais scénariste. À noter qu'il est seul sur ce scénario, justement. Voilà. Contrairement d'habitude où il est avec son frère Jonathan Nolan. Et je trouve aussi que Tenet est un film très intéressant dans la place qu'il occupe dans la filmographie de Nolan aussi. Ça, j'en reparlerai après. Puisqu'il avait fait Dunkerque avant, on aurait pensé qu'il allait aller vers une sorte d'épure. Et en fait, il a fait le contraire, il est allé dans tous les travers et de pire en pire. Et ça en devenait drôle et sympa en fait. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai vu le film, en sachant justement toi, Florian, ton positionnement par rapport au cinéaste, par rapport à Nolan, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit merde, il y a vraiment
tous les défauts que je peux comprendre aussi, qui font partie aussi de Christopher Nolan et qui alimentent justement ses détracteurs d'habitude, notamment le fait que justement il n'arrive pas à développer des personnages, à écrire un scénario fluide, qu'il développe des concepts hyper compliqués, qui veut être beaucoup trop réaliste et scientifique, etc. Ce genre de choses-là où l'émotion est absente, où les personnages sont absents. Et en fait, quand j'ai vu ce Tenet, je me suis dit, mais merde, c'est une caricature en fait de tout ce qu'on pourrait reprocher à Nolan d'habitude. Et donc c'est vraiment de la chair à canon donnée aux haters de Nolan. Et donc moi je pensais t'attendre à la sortie du film, Florian, et que tu me dises bah voilà, ça confirme tout ce que je pensais du Mais du en cinéaste. fait, il y a 2 gros défauts de Nolan qui ne sont pas dans ce film, et c'est les 2 gros défauts qui moi m'énervent le plus, notamment dans Interstellar et dans Inception. C'est la surexplication. Moi, c'est un truc qui me saoule énormément chez lui. J'en avais parlé dans cette longue émission qu'on avait fait, parce que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con à m'expliquer 1000 fois les mêmes choses. Là, au moins, il me fait un peu confiance, tu vois. Je dois trouver des choses par moi-même, donc je suis plus impliqué dans le film. Ensuite, je suis pas d'accord que tu dis, enfin, ces personnages n'ont pas d'émotion, mais d'habitude, il essaye de faire de l'émotion. Bah, là aussi, il essaye de dans la Tenet forcer. aussi. Non, mais Tenet et Interstellar. Tu vois la différence? Dans Ouais. Interstellar, l'émotion, il la gère pas, mais il te la met, il veut que tu pleures, tout le temps. Là, et là, non, il n'y a aucune émotion. Il n'y a rien du tout. Il l'essaye même pas, puisque l'histoire dont on parle est vraiment, mais en 3e sous-couche de ce qui est en train de se passer, en fait. Donc on voit même que dans son écriture, il a mis ces 2 personnages un peu pour qu'il y ait un fond, certes comme ça, qui sert de morale plutôt que de parcours sentimental, en fait. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai vu dans ce film aucune volonté de faire du sentimentalisme, alors qu'avant, il en faisait beaucoup trop et il le faisait excessivement mal. Bah, il y a quand même truc qui est censé représenter un peu le cœur émotionnel du film, qui est justement le personnage d'Elizabeth Debicki et sa relation avec son fils, sur laquelle on insiste quand même beaucoup, mais il l'a construit justement jamais. Non. Et c'est là où est le problème. Alors revois Interstellar et puis Inception, il y a aucune commune mesure avec ça. Tenet une deuxième fois, je peux t'assurer qu'il insiste beaucoup. Ouais. Elizabeth Debicki est constamment à répéter oh mon fils, je m'inquiète pour mon fils par-ci, mon fils par-là. Et aussi, dans la c'est pas la relation moitié du film. entre John David Washington et Robert Pattinson, le dénouement entre ces personnages veut aussi nous amener vers une forme Elle est d'émotion. absolument incroyable. Elle est tellement drôle. C'est tellement raté. Mais c'est pas censé. magnifique. Bah oui, mais c'est ça qui est chiant. Quoi. Et le dénouement se fait aussi d'une certaine manière autour de cette relation de cette femme et son enfant. D'une certaine manière, c'est quand même il y a quelque le chose dernier qui plan, est, c'est sur elle et son Donc, fils. il y a quand même quelque chose qui s'inscrit par rapport à ça, je trouve, quoi. Enfin. Oui, mais c'est pas le cœur, en fait. C'est pas le cœur. Interstellar et Inception, je pense à eux, mais dans le reste aussi. Le cœur de l'histoire, c'est ça. C'est Cotillard dans Inception et c'est Murph dans Interstellar. Là, le fils, on s'en bat un peu les couilles quand même. Ouais. Le but, c'est de stopper le russe. Ouais. Ah, tu vois, c'est ça que je voulais dire dans le sens que c'est pas forcé comme avant, en fait. Ce qui t'a permis en fait d'accepter le concept et d'aimer le film, Florian, à ce qu'on comprend, c'est que toi, finalement, t'as réussi à prendre au pied de la lettre ce qu'on dit au début du film, à savoir arrêter de réfléchir et ressenter. Exactement. En fait. Et moi, personnellement, et je sais pas vous, Patrick et Thibaut, mais moi, je ne suis pas arrivé du tout à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le film passe son temps à vouloir expliquer à travers des dialogues hyper verbeux. L'exposition du film, ça dure 1h30 avant que réellement le concept se transforme à travers l'action. C'est pas vrai, il y a une petite scène d'action au bout d'1 heure peut-être, mais ça prend vraiment 1h30 avant qu'il y ait justement ce concept d'inversion qui se fasse par l'action. Et on passe notre temps justement à expliquer, détailler, etc. ce concept, à poser l'intrigue. Et en fait, je n'arrive pas à ressentir parce que je n'ai pas de cinéma immersif et sensoriel comme on pourrait l'avoir dans Dunkerque, et je n'ai pas de personnages qui existent et d'émotions auxquelles me rattacher comme Interstellar ou Inception. Surtout, le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire que déjà, le concept est très compliqué au départ à imaginer en tant que spectateur, à rendre concret. C'est-à-dire se dire, ok, qu'est-ce que ça fait quand il y a des gens qui vont en avant, des gens qui vont en arrière? Concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans la vie de tous les jours, enfin dans notre univers? Ouais. Comment ça? Alors ça, il explique pas, quoi. Non. Il nous montre juste une balle. C'est peut-être un peu le seul truc où là on retrouve le Nolan didactique et qui explique, où on a même un espèce de petit truc méta rigolo où Clémence Poésie justement filme la balle qui tombe, elle lui passe la bande à l'envers et on a en fait exactement la technique qui a été utilisée pour
pour le film. Oui. Le concept d'inversion du temps, il l'est expliqué. Oui, mais c'est une séquence Mais c'est et puis son on te dit, application voilà, dans il l'intrigue. y a une balle qui en fait, au lieu de sortir du flingue, rentre dans le flingue. Et tu dis, bon, c'est ce qu'on te donne comme information. Donc à partir de là, t'as ça. Après, toi, tu commences en tant que spectateur à dire, bon, alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire si tout d'un coup c'est des gens, puis tout d'un coup, alors combien de temps l'inversion? Où c'est que ça commence? Quand est-ce que ça commence? Quelle est la différence entre cette inversion et un retour dans le temps? Quelles conséquences sur Quelles le conséquences présent? sur la réalité? Le rapport entre les gens à l'envers et les gens à machin. Enfin, il y a énormément de questions qui se posent. Et qu'en tant que spectateur, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Mais on s'en fout. Non, on s'en fout non. pas. On s'en fout pas du tout. Parce qu'en fait, le problème, en fait, c'est que, alors je suis pas d'accord parce qu'on va nous expliquer ça tout le temps. Parler pour nous expliquer ce qu'ils vont faire, nous expliquer comment, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de discours. On a besoin que ce concept-là, on est au cinéma, s'exprime à travers des scènes d'action, une mise en scène, quelque chose qui se passe Mais de donc tu concret t'énerves maintenant et qui et dans tous les utilise... autres films d'avant, ça t'énervait pas en fait, Non, parce que ça m'énervait pas. ça fait 20 ans Parce qu'il que fait ça en fait. s'inscrivait, c'était Non. compréhensif. Si tu veux, Bien attends, sûr que il y a un autre problème. Ce qui va découler de ça, en fait, si tu veux, pour moi, c'est qu'en fait, les scènes d'action, privées de la compréhension du concept et de son inscription dans la réalité, enfin dans ce qui est la réalité du film, enlèvent tout enjeu aux scènes d'action. Quel suspense savoir quand on ne sait pas quelles sont les conséquences de quelqu'un qui court à d'accord avec l'envers toi. par rapport à quelqu'un qui court dans l'autre sens, à une voiture qui fait qui voilà, a fait un accident par rapport à une autre voiture, machin. On ne comprend pas quels sont les enjeux des scènes d'action. Pas d'enjeu, pas de suspense, pas d'implication pour nous dans le film. Alors on sent que c'est volontaire de la part de Nolan de justement tirer vers l'abstraction, comme je le disais, et de laisser du flou. Par contre, on a souvent entendu, là les premiers retours critiques, etc., et publics, on a souvent entendu « Ah, c'est un film où il y a plein de mystères, faut le revoir une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour vraiment tout comprendre. » Moi, personnellement, j'ai pas l'impression, parce que pour moi, un film doit laisser... il peut y avoir effectivement du mystère, on peut revoir un film pour capter un petit peu tous les détails qui peuvent s'y nicher. Mais pour moi, une première vision de film, l'intrigue doit être claire, les enjeux aussi, le concept expliqué, et c'est pour ça que je me tourne vers toi Thibaut, pour savoir si tu es d'accord avec ça, et si cette deuxième vision véritablement éclaire quelque chose, ou en fait t'en es au même point. Ouais, par rapport à ça, j'aimerais juste faire un rapide parallèle avec le chef-d'œuvre absolu qu'on cite énormément, mais que ça vaut toujours la Attention peine de à ce que remettre je sur vais le tapis. Un Mad Max Fury Road est un film extrêmement riche dans son scénario, mais dans le background, en fait, dans tout ce qui constitue l'univers, il y a énormément de choses à décoder pour comprendre exactement ce qui se passe. De sous-texte, en fait. Mais le scénario, l'intrigue est extrêmement claire, extrêmement limpide, ce qui fait dire à beaucoup de monde qu'elle est hyper simpliste, mais ce qui n'est pas le cas. Mais disons qu'on comprend les personnages, on comprend leur objectif, ce qui s'y passe. Et après, quand on le revoit plusieurs fois, on se dit, ah tiens, il y a ça en plus et ça ajoute de la profondeur. Des discours, en fait. Voilà, des exactement. sous-textes. Ouais. Là, pour moi, le souci de Tenet, en fait, c'est que l'intrigue d'espionnage, qui devrait donc constituer le centre du film et le biais par lequel on pénètre dans l'univers du film, est extrêmement difficile à suivre. Parce qu'en fait, on a un truc où on a une intrigue d'espionnage qui est où tout le monde... Enfin, voilà, on a le héros qui rencontre Robert Pattinson, qui doit aller rencontrer un marchand d'armes, et il va de rencontre en rencontre au début. Tout le monde est hyper nonchalant, tout le monde balance des informations à la gueule du personnage principal, qui d'ailleurs n'a aucun nom, il s'appelle juste le protagoniste, donc pour l'identification, merci. Enfin, le personnage est vraiment réduit au strict minimum. Bon, pourquoi pas ça ? Pourquoi pas, mais disons que ça facilite pas forcément l'identification. Ou alors, c'était un peu le cas dans Dunkerque, où on avait aussi des personnages qui étaient assez réduits en termes de caractérisation, mais ils avaient justement des objectifs assez simples et compréhensibles. Mais donc, on est d'accord que cette deuxième vision n'apporte pas davantage de clarté. Si, pour le coup, j'avoue que j'ai un peu mieux compris l'intrigue d'espionnage. T'as compris les tableaux, par exemple. Oui, parce que ça, j'ai compris les tableaux. C'est vrai, les tableaux, moi j'étais incapable de comprendre comment cette relation avec la femme s'établit
par un tableau, si c'était le vrai, le faux tableau, etc. Moi, j'ai rien comment compris il à ça. circulait, et qui pourtant est une scène importante parce qu'elle va donner lieu à la grande scène d'action du film, enfin une des grandes scènes d'action du film. Il doit entrer et en on sait pas contact pourquoi, effectivement et on ne sait pas pourquoi. avec le méchant, et pour ça il doit passer par sa femme, donc incarnée par Elisabeth Debicki, et il y a toute une intrigue avec un tableau, enfin je vais pas détailler ici, mais qui est effectivement assez nébuleuse parce que tout va très vite en plus. On envoie David Washington d'une rencontre à l'autre et on lui balance ses informations, et c'est assez compliqué à suivre. Et à la deuxième vision, c'est un peu plus clair, mais en fait le problème pour moi, c'est que c'est pas plus intéressant. C'est-à-dire que c'est tout hyper froid. Oui, vous devez aller là-bas, et on présente les choses. Voilà, ceci est une intrigue d'espionnage, et tout le monde est hyper sérieux, mais en même temps hyper détaché. Et il y a pas de chair vraiment. Il y a peu d'humanité qui se dégage, je trouve. Et du coup, c'est un peu plus compréhensible en le revoyant plusieurs fois, mais ça manque vraiment d'intérêt, parce que pour reprendre le parallèle avec James Bond, on lorgne un petit peu du côté d'Opération Tonnerre, où on a aussi le héros qui doit se rapprocher du méchant par le biais de sa compagne, etc. Il y a un passage sur l'eau, mais c'est beaucoup moins fun qu'un James Bond en fait. Bien sûr. C'est juste, c'est hyper solennel. Ça se prend très au sérieux aussi. Ça se prend très au sérieux, comme beaucoup de films de pour Nolan. moi vraiment ça peine à captiver, quoi. Ouais. Et il y a un problème aussi justement au niveau des personnages, pour moi, quoi. L'intérêt qu'on peut avoir justement dans le développement des relations entre les personnages, du parcours aussi des personnages, où moi mais vraiment au bout d'un moment dans le film, je parlais de cette 1h30 d'exposition qui était hyper longue, mais je commençais vraiment à m'en contrefoutre de ce que je voyais, et ça c'est un gros problème. Par contre, on est assez, comme vous l'aurez compris, assez mitigé, à part Florian qui a eu une bonne surprise justement. Je suis quand même mitigé aussi, bien mais sûr, pour des raisons différentes. Mais toi, tu as globalement apprécié l'expérience. Mais il faut quand même rendre au film ce qui lui appartient, c'est-à-dire qu'il faut nuancer dans le sens où les réserves qu'on exprime ici sont beaucoup liées justement à cette déception, parce que comme vous l'aurez compris si vous nous avez écouté déjà, Patrick, Thibaut et moi, Nolan, c'est plutôt un cinéaste qu'on apprécie. Moi, j'y allais plutôt bien intéressé. sûr, et ce film, on l'attendait beaucoup. Moi, j'y allais aussi confiant et tout. Simplement, c'est une déception par rapport à ce qu'il propose. Ouais. Mais tu vois déjà le concept au départ. Ne réfléchissez pas, laissez-vous porter. Non. Si je veux voir ça, je vais voir Fast and Furious, quoi. Ça va bien, c'est cool, j'ai pas besoin de me prendre la tête, il y a des scènes d'action, c'est bien. Là, alors, ne fais pas un truc compliqué si tu veux pas qu'on réfléchisse. C'est ça. Il y avait, les Wachowski ont fait Cloud Atlas, qui était une déconstruction, différentes époques, etc. Et il y avait un autre discours où ça disait au début, faites-nous confiance, l'histoire, vous allez saisir les choses. On va vous prendre et on va vous guider, même si ça vous paraît déconstruit, ça va aller. Là, Nolan, il nous dit, je vais vous faire un truc compliqué, vous allez rien comprendre, ne réfléchissez surtout pas, et puis prenez-en plein la poire pendant 2 heures et demie. Mais celui qui arrive à faire ça, et je suis sûr que tu vas rebondir là-dessus, Florian, mais celui qui arrive très très bien à le faire, c'est Lynch en fait. C'est David Lynch. C'est-à-dire que un exemple même d'intrigue. Tu peux pas comparer Lynch à Nolan. Non, mais si on veut comparer, si tu veux, dans la complexité d'un scénario, d'une intrigue, de relations de personnages, etc., et de flou aussi laissé justement sur plein de zones d'ombre, et parfois tu te retrouves devant un film de Lynch, et puis t'es complètement paumé, et en fait tu te laisses te perdre en fait dans le film, ce que n'arrive pas à faire Nolan. Et un Lynch arrive à le faire parce que tu te perds en fait avec lui dans ses méandres. Parce qu'en fait, Nolan fait ses films avec son cerveau, alors que Lynch fait ses films avec ses émotions et avec son inspiration, en fait. Lynch est un artiste, Nolan n'est pas un artiste, au sens propre du terme. Nolan réfléchit trop. Nolan est un scientifique, est un technicien. Ça se discute, mais effectivement, Nolan ne se permet pas le fantastique et le inexplicable. Et du coup, c'est un peu facile Nolan de dire, est un artisan, mais pas un artiste autant que Lynch, en tout cas. Mais après, on pourra en discuter, mais là, c'est pas la place pour. Mais ce que je voulais dire, moi, je rebondirais sur un truc ou sur un autre, mais moi, en fait, je crois que j'ai aussi apprécié ce film, parce que contrairement à vous, donc comme je l'avais dit en début d'émission, je ne suis pas un fan de Nolan, au contraire, c'est un réalisateur dont les films m'énervent, m'agacent, et j'ai l'impression qu'en vous entendant parler, que toutes ces réactions que vous avez, moi, je les ai déjà eues avec. On devient avant, des haters, en fait. voilà. C'est ça qui est ouf. Mais je suis même pas haters parce que j'ai. Enfin voilà. Oui. Et donc ça me fait gentiment ricaner. En fait, je veux absolument pas dire que je suis en avance ou que j'avais compris avant que. Enfin, tu vois. Mais
ce que je trouve que c'est un film révélateur sur ce réalisateur. On devient comme et toi. je m'attendais pas en fait à ce qu'il tombe dans ce piège-là, parce que avec moi non Dunkerque, plus. j'étais persuadé qu'il allait rebondir, Qu'il allait se débarrasser. que genre comme Ouais. Fincher l'avait fait. Au tournant avec The Zodiac et après Ouais. The Social Network, où il allait dans un cinéma beaucoup plus d'épure, de fluidité et tout. Je croyais que Nolan allait faire pareil. Et non, en fait, il est retombé dans le même piège que tous ses anciens films. Le problème, c'est qu'il doit avoir un ego surdimensionné, qu'il a tout l'argent qu'il veut, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut maintenant, et que donc il a fait de la merde, en fait. Ouais. Parce que Tenet, c'est enfin, qualitativement, c'en est, en fait. Moi, j'ai apprécié ce film parce que ça m'a fait beaucoup rire, en fait. Vraiment, parce que j'ai vu tous ses défauts et j'étais là. Sadique. Nolan s'est fait prendre à son propre piège, en fait. Ouais. C'est T'étais horrible, pas mais ça me censé fait défendre rire. le film, toi Non, mais du coup, ça en devient un film Amusant pour natardesque, toi, en quoi. fait. Voilà. Ouais. Devant lequel j'ai eu beaucoup. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire parce que moi, je connaissais tout ça. Donc, moi, j'ai pas été surpris que ce soit mal branlé, en fait. Donc, Alors, j'ai pas non. été déçu. Tu vois un Alors peu. attention, Voilà. justement, Alors là, on a va y un venir. revirement assez inattendu. Oui, c'est vrai. Finalement, Florian, tu n'as pas aimé le film. Si, mais je l'ai Non, mais je aimé parce plaisante. qu'il est Alors pour mauvais. revenir par rapport à en Florian, fait. moi vraiment j'adore Tenet en fait. Alors attendez, parce que justement, En donc fait, tu dis c'était Tout moi. est à l'envers. tu dis mal branlé. Non, mais il est termes- mal branlé. Non mais attends, Non, mais oui. en termes de scénario, effectivement, oui. ce film est un bordel monstre. Mais justement là où je voulais vous amener aussi, c'est qu'on dit beaucoup de négatifs, on exprime effectivement notre déception et notre incompréhension face à ce revirement justement de Nolan qui retombe un peu dans ses défauts, on va dire. Mais il faut laisser au film aussi un certain cachet, et notamment en termes de mise en scène où Nolan, je trouve, gagne vraiment en niveau, en tout cas dans le découpage de ces scènes d'action, et puis dans le grand spectacle qu'il nous livre. Il y a quand même des scènes virtuoses, vertigineuses, je veux dire. Alors, attention, parce que là, je pense qu'on va rentrer dans le détail pour parler justement des scènes d'action Spoiler que j'évoque, mais spoiler alert, voilà, tout. Donc vous aurez compris, merci de quitter ce podcast si vous ne voulez pas en savoir trop sur le film. Voilà, rentrons maintenant dans ce détail-là, mais je trouve quand même qu'il y a des scènes vertigineuses, rien que l'entrée dans l'opéra, la scène de l'avion qui explose, la scène de guerre, de fin, etc. Il y a quand même beaucoup de choses où moi, j'étais dedans à un moment donné, je me disais, waouh, Patrick. Bon, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de la merde. Non, mais tout ce grand ramdam, ce grand raoult ne sert à rien s'il n'y a pas d'enjeu dans une scène. Moi, je pense que voilà, ça sert à rien. Après, je trouve qu'il y a des gros problèmes au niveau de ça, parce que Nolan, je sais pas ce qu'il fait avec ça, pourquoi il en fait autant, parce qu'il en fait énormément, je trouve, en termes de mise en scène, d'action, de musique qui est absolument envahissante et puis qu'on ne supporte plus au bout d'un moment. Ludwig Göransson. Voilà, mais en fait... Qui mime Hans Zimmer. Moi, dès le départ, j'ai eu un problème. Dès la première scène, j'ai eu un problème. Parce que il est hyper speedé dans son film. Il a 2h30, mais il va à une de ses vitesses. Et du coup, dès le début, déjà, je commençais à pas comprendre qui était qui dans la scène du truc. Alors, on voit vaguement un mec qui prend un écusson, puis qui se le colle sur son truc, comme quoi je suis avec l'autre équipe, des machins, etc. Puis Mais elle fonctionne, celle-là, quand même. Il y a le vertige, oui, justement, mais de tu vois, l'urgence, mais il y a etc. des choses qui sont juste à la limite du ridicule, où il aurait dû prendre un petit peu plus de temps au niveau du montage et de ce qu'il montrait. On a une grande scène d'opéra, une salle d'opéra, il y a 2500, 3000 personnes dedans. On voit un mec des troupes d'intervention mettre un petit tuyau, style tuyau d'arrosage, dans une gaine d'aération, et le plan suivant, les 3000 personnes s'endorment, quoi. Je veux dire, C'est la magie non, du cinéma. Mais ça, c'est catastrophique en termes de narration. C'est vraiment mauvais. Je suis Ne réfléchis désolé. pas, Patrick, Mais, ressens-le. non, mais bien sûr, mais j'aurais voulu le ressentir, mais je ne pouvais pas le ressentir, il n'y a pas d'enjeu. Donc voilà, c'était mal barré. Ouais. Et après, en fait, je trouve que toutes ces choses-là se heurtent constamment à la compréhension, tous les effets. Il y a cette séquence, en fait, aussi, où ils sont dans ce lieu où il y a les deux tubes qui permettent de revenir en arrière, de passer séparés par une vitre où ils se voient, et de l'autre côté, etc. Oui. Avec des néons rouges, des néons bleus, des machins, etc. Je n'ai rien compris à cette scène. Il y a des effets visuels de couleurs et de trucs et de montage, parce que le montage là est hyper rapide. On est largué.
Thibaut, il y a quand même, franchement, il y a des scènes, la scène de l'autoroute, enfin, il y a des trucs assez impressionnants. Même cette scène, la mise, comment dire, l'exécution en fait de son concept, avec notamment un bras de fer armé entre notre héros John David Washington et puis un fameux personnage masqué, là aussi, qui lui va à l'envers alors que lui va à l'endroit dans le temps. Ça, c'est une scène qui fonctionne bien. Il y a plein de choses comme ça assez impressionnantes. L'avion qui explose. Amazing. Moi, j'en ai eu quand même. Voilà, excusez-moi, mais excusez-moi. C'est à moi qui posais la question. D'accord, il y a cette scène, ils se battent. Qu'est-ce que ça va où? Mais c'est quand même super bien chorégraphié. Oui, arrête. d'accord, c'est bien chorégraphié, C'est mais très pourquoi? intéressant. Pour te Oui, raconter alors, quoi? Je suis d'accord sur l'enjeu. Je n'ai plus rien à dire. C'est vrai. Non, mais alors, il raconte toute l'idée du film, et c'est ce qui est intéressant pour moi, et c'est aussi sa limite, c'est justement cette idée de palindrome et d'inversion du temps, parce que resituons les choses et posons la théorie pompeuse de Nolan. Donc, le principe de Tenet. Tenet, c'est quoi? C'est, pour la faire rapide, une stèle qui a été trouvée à Pompéi, sur laquelle sont inscrits 5 mots en palindrome. On a justement Tenet au centre, et on a des autres mots qui sont Opéra, Aripo, et l'autre c'est Rotas et Sator. Et justement, ces 5 mots, on les retrouve dans le film, puisque Sator et Arepo, c'est des noms de personnages. On a une société qui s'appelle Rotas, et le film s'ouvre à l'opéra, justement, comme on l'a dit. Et donc voilà, c'est cette idée d'utiliser ce concept-là, parce que ça fait très intelligent. Voilà. Nolan, quoi. Nolan mais ça donne lieu à... veut qu'on sache qu'il est intelligent. Voilà, parce qu'il cite, Il l'a toujours voulu, il cite de la haute culture, monsieur. Mais ça donne malgré tout, je trouve, lieu à un concept intéressant, qui est que tout le film est construit en palindrome. C'est-à-dire qu'on a cette scène à l'opéra au début, et le final est censé faire écho aussi à cette scène, puisqu'il y a un peu le même enjeu autour d'une bombe, sans trop en dévoiler. Et, dans un champ de bataille militaire, là voilà. aussi, c'est assez Et après, on a vertigineux, aussi quoi. effectivement cette scène de l'aéroport et de la poursuite sur l'autoroute qu'on voit dans la bande-annonce, qu'on va revisiter dans la deuxième moitié du film. Donc la première et la deuxième moitié sont construites en miroir. Et malgré tout, je trouve que cette idée d'inversion du temps, ça donne quand même lieu, effectivement, comme tu le disais, à des choses intéressantes en termes d'action, puisqu'on a dans chacune de ces scènes le croisement de la temporalité normale et de la temporalité inversée. Et alors, on a vu cette image de la bande-annonce de la voiture qui a l'accident à l'envers, si on veut. Il y a effectivement ce passage où deux gens font un mano à mano en étant inversés. Et il y a quand même deux, trois choses qui sont, pour une fois... Enfin, Nolan, ça a jamais été un grand cinéaste d'action. Je trouve que c'était quand même un peu sa limite. Ouais. Là, au moins, dans ce film-là, ces séquences d'action ont un petit plus. Ils se surpassent, en fait. Je pense que dans les mains de quelqu'un d'autre, d'un George Miller au hasard, ou n'importe qui, mais, ou de Wachowski, voilà, ça aurait pu atteindre un niveau encore supérieur. Mais là, il y a quand même un intérêt supplémentaire par rapport à ce qu'il fait. Et puis, il exploite un peu ça. Justement, tu parlais des couleurs avant. Il joue aussi, justement, sur les couleurs rouge et bleu pour identifier les temporalités qui vont dans le sens linéaire habituel et les temporalités inverses. Il y a cette idée à la fin d'avoir l'équipe rouge et l'équipe bleue et la salle d'interrogatoire éclairée en rouge et en bleu. Enfin voilà, il y a quelques idées comme ça où il exploite un peu son concept et pour une fois, il n'en fait pas des caisses non plus à surexpliquer tout ça et il y a quelque chose en tout cas visuellement qui se passe. Pourtant, même si il met des couleurs sur ses personnages, moi cette scène de champ de bataille, honnêtement, j'étais complètement largué, mais c'est le seul moment du film où j'ai vraiment réussi, comme toi Florian, justement à lâcher prise en fait et à me perdre un peu dans le film et où j'ai été assez impressionné par le vertige que provoquait justement cette action et le spectaculaire qui opérait. C'est-à-dire que malheureusement dans cette scène à la fin, il y a un truc, bien entendu, il y a la bombe, enfin des choses comme ça qu'il faut tenter de désamorcer, etc. On comprend cet enjeu-là. Les gros enjeux narratifs, les grandes lignes du film d'espionnage qui sont très classiques, on les comprend. On comprend pas tout le temps comment on arrive là, mais on les comprend, on comprend le plan du personnage, etc. et tout. L'histoire dans cette scène-là, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de cette tentative de désamorcer la bombe, on voit des gens courir ou courir à l'envers, mais on ne sait pas quelles conséquences ça a sur le but final. Mais donc ça, c'est typiquement Nolan, c'est d'avoir une histoire de base super simple et de complexifier tout à mort et que ça devienne imbitable. C'est ça, oui. Mais Patrick, t'as quand même eu la rétine rincée par moment. Il y a quand même des belles choses. C'est-à-dire que
C'est pas une question d'avoir la rétine rincée ou pas, puis d'en prendre plein les yeux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bien sûr qu'il y a des scènes qui sont impressionnantes d'un point de vue visuel, etc. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, après avoir tenté de réfléchir et me dire que de toute façon, Nolan s'en foutait que je comprenne ou pas son concept, ne pas ressentir le moindre enjeu, voir des scènes d'action très rapides, j'en avais ras-le-bol, je m'ennuyais et j'étais agressé par ce que je voyais presque. Ça m'a épuisé, honnêtement. J'étais épuisé par cette projection. Ouais. Il y a aussi visuellement un certain cachet aussi, notamment dans la manière dont il filme les paysages. Parce qu'on le sait, Nolan filme en IMAX aussi. Et donc là, il y a une vraie profondeur et une grandeur, une immensité en fait des paysages. Et c'est tout bête. C'est-à-dire vraiment quand un personnage arrive, que ce soit sur une île, près d'une côte, dans un espèce de champ désert ou ce genre de choses, il arrive avec ses plans larges, je trouve, à émerveiller totalement. Ou bien aussi dans son utilisation justement dans sa volonté de réalisme et de se débarrasser le plus possible de fond vert, de CGI ou autre, quand il travaille le dur aussi. Je pense notamment à une scène où ils sont sur un bateau, les trois personnages, et où on sent les personnages qui vont à toute vitesse sur l'eau et qui manquent de se prendre la gueule, qui se prennent la houle aussi, et puis les vagues en pleine poire, et où on sent vraiment que physiquement les acteurs y sont, quoi. Et là aussi, je trouve que par tout ça, Nolan arrive à nous émerveiller en fait. Il reste assez doué en termes, effectivement, par rapport au décor, par rapport à la façon de filmer, mais ne serait-ce que les villes aussi. La tour en Inde, ce genre de choses, la séquence où il grimpe le long de la tour, ce genre de choses qui évoquera sans doute Dark Knight ou ce genre de choses. On retrouve, en tout cas dans cette séquence-là, des choses comme ça. Et puis ça, il le fait toujours assez bien, bien sûr. Oui. Florian, oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui, complètement. Moi, je trouve que le style visuel de Nolan se définit principalement par son montage, très peu par son visuel, parce qu'utiliser un grand angle, ça, enfin voilà, c'est pas incroyable. Non, bien sûr. Non, mais enfin, tu vois, tu parlais des grands trucs, c'est pas le seul à savoir faire ça. Bien sûr, mais je trouve ça beau, quoi. Oui, c'est beau, mais ça définit pas son style, je trouve. Non. Je trouve que son style est dans le montage. Et je suis assez d'accord avec Patrick sur le fait que là, ça cut dans tous les sens. Les scènes d'action restent quand même plus ou moins lisibles. Mais moi, je voulais juste parler que c'est le premier film de Nolan où je ressens autant d'influences diverses. Autant il y avait du James Bond dans Inception et du 2001 dans Interstellar. Là, je trouvais que c'était visuellement, qui s'inspirait de réalisateurs. Et peut-être que c'est pour ça on ressent que les scènes d'action sont peut-être mieux filmées que dans ses films précédents. La scène de l'autoroute, pour moi, c'est Matrix 2. Ouais. Vraiment. La couleur rouge et la couleur bleue, c'est Matrix 1. La pilule bleue, la pilule rouge. Et pareil, c'est sur 2 temporalités. Tu prends ça, tu vas là exactement. Enfin là, c'est thématique maintenant. Et surtout, sur la fin, pour moi, c'est du Big Blue, en fait. C'est du Hurt Locker et c'est du Zero Dark Society. Et du Call of Duty un peu, jeu vidéo. Ouais. Et pour moi, j'ai Starship Trooper un petit peu aussi. Ouais, j'ai pas vu vraiment Nolan, mais j'ai vu Nolan qui piquait un peu à gauche à droite en fait, pour alimenter, parce que visuellement, je trouve qu'il a pas grand chose à part sa palette chromatique qui est très 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 froide et très monotone, mais visuellement dans la construction de ses plans, je trouve pas qu'il ait un style propre qui est reconnaissable en fait. Je trouve qu'il fait des plans très très moyens en fait, très très illustratifs. Et pas toujours, non mais tu vois. Encore une fois, il devait défendre le film, si jamais. Oui. Non, c'est nous qui nous retrouvons avec cette tâche délicate. Non, mais du coup, ça donne un résultat que j'ai trouvé plus emballant que beaucoup d'autres scènes d'action qu'il avait fait dans le reste de ses films, en fait. Ouais. Voilà. Et par rapport à, tu parlais des paysages, des décors, etc. et tout. Moi, j'ai aussi eu l'impression que ça voyageait d'un bout du monde à l'autre. James Bond. Ouais, mais là, à une vitesse hallucinante quand même. Il y avait un truc au niveau du temps, je sais pas si vous avez ressenti ça. Je trouve que ça allait un peu vite quand même. Il n'y a pas de scène de transition. Un truc qui est caractéristique, c'est les scènes de préparation du plan qui étaient parfaitement limpides dans Inception, par exemple, où on passait dans un même dialogue de plusieurs lieux à l'autre, où on avait des ellipses à chaque fois qu'ils expliquaient les différentes étapes du plan. Ouais. Là, il y a un passage où justement ils discutent avec Elisabeth Debicki d'un côté et
Robert Pattinson de l'autre, donc le héros John David Washington, et où à chaque phrase presque on change de lieu, et alors en plus la musique de Ludwig Göransson qui est aussi subtile qu'un semi-remorque couvre à moitié le dialogue, et donc ça rend le truc incompréhensible parce qu'on passe constamment d'un lieu à l'autre, le dialogue s'enchaîne à toute vitesse, et il y a absolument pas, je trouve, le rythme et la précision qu'on peut trouver habituellement chez un Nolan. Je pense qu'on a gentiment fait le tour là, les amis, sur ce Tenet. Pour conclure quand même, ce qu'il faudrait dire, c'est que je pense que vous allez être tous d'accord là-dessus. Il faut encourager les gens à aller le voir. De toute façon, si vous nous écoutez jusque-là, en théorie, vu qu'on a fait la barrière spoiler, c'est que vous l'avez vu. Mais on tient quand même à conclure là-dessus, c'est que malgré toutes les réserves qu'on a pu émettre, malgré tous les défauts du film, et puis cette déception, en tout cas pour certains d'entre nous ce soir, de ce qu'on exprime, c'est quand même un film qui vaut le coup d'être vu. C'est-à-dire déjà pour ce qu'il propose de base, déjà pour l'ambition de voir un blockbuster comme ça, c'est vraiment pas le genre de film qui court les rues, avec un concept pareil, avec une ambition pareille, avec un tel sens du spectaculaire et autres. Ça reste un film, je pense, à voir, quoi. Déjà aussi pour se faire son propre avis. Je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi en tout cas, malgré toutes mes réserves, je le recommande chaudement à quiconque, quoi. Voilà. Non. Thibaut. Si, oui, non. Alors moi, si, oui, non. Puisqu'on n'a pas beaucoup parlé du casting, je préciserai juste que je pense qu'il faut arrêter de faire jouer à Kenneth Branagh des personnages qui ont des accents, que ce soit l'accent russe ou l'accent belge, n'est-ce pas ? Sinon, tous les autres sont excellents. Mais à part ça, oui, effectivement, moi, je suis très mitigé sur le film, mais j'y trouve quand même des bonnes choses. Je pense qu'il y a les pires travers de Nolan, mais aussi ce qui fait l'intérêt de son cinéma. Et évidemment qu'il y a d'autres choses à voir au cinéma, mais si vous attendez un gros blockbuster, bah évidemment allez voir celui-ci, parce que effectivement là on a quand même quelque chose qui n'est au moins pas cynique, qui est prétentieux comme tous les Nolan, mais qui est pas racoleur ni quoi que ce soit. On a quand même une tentative de proposer du cinéma, du spectacle, et donc oui, c'est clair que ça vaut le coup de le voir en salle. Florian, tu abondes dans ce sens? J'abonde. J'imagine. Oui, donc je rebondis. Rebondissons. Ouais. Oui, Nolan fait du cinéma pour qu'on aille les voir au cinéma. Donc allez-y. Et surtout, c'est tellement nul que ça en devient drôle, en fait. Comme quoi, il n'aura pas réussi à le défendre. Comme il a retourné sa veste. Ah ouais, mais pas du tout. Il a commencé quand même. Il a trollé en commençant en disant chef-d'œuvre. Et petit à petit, il a vraiment fait un retournement de veste, mais magnifique. Mais non, c'est parce que je vais pas le réexpliquer, mais ça me fait rire que tout le monde découvre que Nolan est un réalisateur surestimé depuis 20 ans, et il a fallu attendre ce film pour que tout le monde s'en rende compte. Mais réveillez-vous, les gars. C'est pas ça. On conclut avec Patrick. T'es le plus virulent d'entre nous. Est-ce que ça vaut le coup quand même? Alors après, c'est un film qui est fait pour le grand écran, ça indéniablement, ça c'est sûr. Maintenant, pour moi, la projection et la vision de ce film est très pénible et très fatigante, quoi. Donc, j'ai envie de dire aux gens, allez au cinéma, allez-y, parce qu'en plus c'est important d'aller dans les salles de cinéma actuellement, elles en ont besoin. Maintenant que vous alliez voir Tenet ou un autre bon film, voilà, choisissez ce qui vous fait plaisir et allez voir, mais allez au cinéma. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup les amis, merci Thibaut Ducret, merci Patrick Dantan, merci Florian Pouplin. Plaisir. C'était un plaisir de se retrouver encore tous les quatre là pour parler de Christopher Nolan. Comme quoi, on a déjà fait 2 heures et quelques, il me semble, 2 heures et quart, je crois, sur toute sa filmographie. Et on n'a toujours pas compris s'il a toupie tourné ou pas. Quand même. C'est vrai. Mais ça, au moins, on comprenait l'enjeu de la toupie. C'est vrai, absolument. Mais on s'en foutait. Et là, on aura dépassé les 3/4 d'heure sur Tenet quand même. Hein. Bon, il fallait bien ça, parce que pour l'événement que représente le film aussi, et toute la complexité d'analyse qu'il demande, je pense que ça méritait au moins ça. On espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir le film. Dites-nous d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous pensez du film. Si vous avez envie d'aller le voir, si vous l'avez déjà vu, si vous aimez ou pas, vers quel côté et vers quel chroniqueur vous rangez, voilà, n'est-ce pas? Et puis d'ici le prochain épisode, puisqu'il va y en avoir maintenant, on espère un rythme un peu plus soutenu, on espère que les films vont revenir un petit peu en salle, qu'il y aura des petites perles justement à aller découvrir. Et bien d'ici là, portez-vous bien, matez des bons films, et puis suivez-nous sur les plateformes de podcast pour écouter ou réécouter tous nos épisodes. Voilà, on vous dit à la prochaine, c'était le Saloon. Salut!